C'est l'heure de l'actualité sur votre chaîne favorite. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Au sommaire de cette édition, un appui au programme d'urgence pour la région des Savanes Purs. La Banque ouest-africaine de développement va injecter 30 milliards au Togo. Ceci devra renforcer les infrastructures, les services sociaux de base et la résilience économique dans la région septentrionale du Togo. Aussi, les travaux de la phase additionnelle du projet Wakarizip censés renforcer la résilience des populations riveraines vont pouvoir démarrer. Ces grands travaux vont porter sur le tronçon Agbodrafort-Bodjomé, annonce faite par la Banque mondiale. Puis à l'international, Guillaume Soro, l'ancien Premier ministre ivoirien, après avoir été reçu à Niamey par le général Tiani, actuel chef de la junte au pouvoir au Mali. Guillaume Soro était hier mardi à Ouagadougou, le compte rendu de son échange avec le capitaine Ibrahim Traoré. Dans ce journal, conflit israélo-palestinien, les législateurs sud-africains ont voté hier mardi en faveur d'une motion appelant à la fermeture de l'ambassade d'Israël et à la rupture des liens diplomatiques jusqu'à ce que Israël accepte un cessez-le-feu à Gaza. Nous y reviendrons. C'est donc tout pour les grandes lignes de ce soir. Le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir et bienvenue. Depuis près de 6 mois, la Cour constitutionnelle togolaise a perdu son président et donc les Togolais sont toujours en attente d'une nouvelle nomination ou d'un remplacement. Le caractère incomplet de la Cour constitutionnelle inquiète plus d'un. Ceci pourquoi? Parce que les élections régionales et législatives arrivent à grands pas. Les précisions avec ce récit signé Kofi Klégué. Le fichier électoral est suffisamment fiable, affirmait l'Organisation internationale de la francophonie OIF après son audit. C'est ce fichier qui sera utilisé pour les prochaines élections législatives et régionales. Cependant, nombre d'acteurs politiques se plaignent du rythme du travail de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Depuis le 14 juin que le recensement est terminé, ce n'est que 5 mois plus tard que l'appurement et l'audit du fichier ont pris fin. Aussi, faut-il attendre le chronogramme? Après la proclamation des résultats provisoires par la CENI, c'est au tour de la Cour constitutionnelle de valider les résultats. Mais à la veille de ces élections, la situation de la Cour constitutionnelle inquiète. Elle n'a plus de président depuis près de 6 mois. Celui qui occupait le poste, Maître Abdou Assouma, est décédé depuis mai 2023. Et depuis lors, aucune nomination à la tête de cette haute institution du pays. Qui pour valider les résultats des prochaines élections législatives et régionales? La question reste posée avec des inquiétudes quant à l'effectivité de ces élections promises avant la fin de cette année. On en parlait dans les titres. Pour améliorer les infrastructures, les services sociaux de base et la résilience économique dans la région septentrionale du Togo, la Banque ouest-africaine de développement envisage de soutenir le programme d'urgence pour la région des Savanes Purs avec un montant global de 30 milliards de francs CFA. À quoi va servir ces fonds? On écoute ces précisions avec ce récit de Jessica Rallo. La Banque ouest-africaine de développement BOAD a récemment annoncé son soutien financier au Togo, plus précisément à la région des Savanes, à travers son programme d'urgence PURS. La BOAD va injecter un montant de 30 milliards de francs CFA pour améliorer les infrastructures, les services sociaux de base et la résilience économique dans la région septentrionale du pays. Ce prêt vise à désenclaver les localités en aménageant 125 km de pistes rurales. Il vise également à renforcer les infrastructures de base, y compris l'électricité et l'eau potable. Ensuite, il va soutenir la transformation des produits agricoles grâce à la construction de magasins équipés. Ces ressources financières de la BOAD viendront compléter les fonds déjà mobilisés par le gouvernement togolais pour le programme d'urgence pour la région des Savanes. L'an dernier, le gouvernement avait déjà engagé 50 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre de ce programme. Depuis lors, plusieurs partenaires, tels que la Banque mondiale et le Royaume-Uni, ont rejoint les efforts de soutien du gouvernement. En début d'année, le gouvernement cherchait à mobiliser environ 300 milliards de francs CFA pour soutenir diverses interventions dans la région. Avec le soutien financier de la BOAD, le pays y renforce son développement. Les infrastructures, les services sociaux et la résilience économique sont au cœur de cette initiative qui contribuera à favoriser la croissance et l'amélioration des conditions de vie dans la région.
Parmi les bonnes pratiques qui favorisent une bonne circulation figure la courtoisie. Tout comme les autres, celle-ci se révèle indispensable pour une circulation sans embrouille. Alors la courtoisie dans la circulation, en quoi consiste-t-elle réellement? Qui est-ce qui doit l'observer? Nadège Arlija nous le rappelle à travers ce reportage. C'est déjà une bonne manière. Le bon sens même demande à ce que si on voit quelqu'un qui est en état de difficulté, bon, par exemple une femme enceinte ou bien quelqu'un qui est, c'est-à-dire en danger peut-être, oui, il faut la bonne manière, le bon sens demande à ce qu'on puisse s'arrêter, lui accorder quelques petites minutes pour qu'il puisse, c'est-à-dire passer quand même. Il s'agit de ces petites bonnes manières que les usagers de la route, conducteurs comme passagers, doivent s'accorder entre eux pour faciliter la circulation. Faire preuve de courtoisie dans la circulation se révèle être une obligation, car aussi simple que cela puisse paraître, elle favorise une circulation beaucoup plus maîtrisée et facile. En plus de cela, elle concourt à la réduction des accidents sur les voies. Ces gestes dont on parle consistent à céder la place à un passant ou usager qui en éprouve le besoin, ralentir si la circulation oblige. Toute personne consciente doit faire preuve de courtoisie, sachant bien que nous sommes nombreux à partager la circulation. Il consiste également à être reconnaissant à l'issue de l'accord de ces bonnes manières qui parfois peuvent aussi être des faveurs. Cela peut être exprimé par de petits gestes de la main ou par des klaxons. Dans la circulation, certains en font preuve. Je suis présentement au carrefour Bukaru. Nous avons carrément pris sur nous d'aider les enfants et même les personnes âgées à traverser la circulation. Pour moi, c'est même une obligation de faire preuve de courtoisie. De la même façon, d'autres n'en reçoivent forcément pas, ce qui est déplorable. Le principe de la courtoisie demande à ce que tout usager de la route fasse montre de bon sens et de participer individuellement, d'une façon ou d'une autre, à une circulation ordonnée. S'il arrive que dans la circulation, conduisant vous vous heurtez, ne cherchez pas à en faire tout un sujet de bagarre. Si rien de grave ne s'est produit, reprenez vos chemins. Vous pouvez vous croiser quelque part d'autre. C'est normal que tout le monde en fasse preuve. Si à l'heure du bilan, on compte 0 mort, on sera content et la circulation pourrait ressembler au paradis. Aussi, il soutient à ce que ceux-ci usent de la plus haute habileté, en plus du respect des codes, pour favoriser une circulation avec un taux d'accident réduit au minimum possible. Ainsi donc, d'un ralentissement à une session de passage, d'un petit coup de main à une preuve de reconnaissance, la circulation devrait cesser de ressembler à un enfer. Ce qui est primordial, qu'on en reçoive ou pas, l'on doit tous en faire montre, car ils font partie des comportements civiques. Dans le reste de l'actualité, la police togolaise a arrêté cette semaine 6 individus se faisant passer pour des agents de police et ayant été exposés à des plaintes. 3 membres du réseau restent cependant encore en fuite. On écoute le compte rendu signé Harold Missan-Ato. Cette semaine, la police a arrêté les membres d'un réseau de malfaiteurs qui sévissaient le long de la frontière Togo-Ghana à Aflaou. Les 6 individus de nationalité togolaise, identifiés comme Sachivi Haïté, Promise Avoulete, Aklobessi Yaovi, Gagnon Lolonyon Komi, Akakpo Félix et Augustin Agbemele, se faisaient passer pour des agents de la police nationale, exploitant astucieusement les passages clandestins situés le long de la frontière. Selon le commissaire Labré Nisso de la direction centrale de la police judiciaire, ces criminels agissaient en équipe de 3 à 4 personnes, interceptant les voyageurs empruntant les passages illégaux le long de la frontière. Sous prétexte d'un contrôle de police, ils exigeaient aux voyageurs la remise de leur devise pour vérifier leur authenticité. Lors de la restitution, ils parvenaient habilement à dérober une partie des billets remis. L'enquête a été déclenchée suite à la plainte d'un jeune revenant de Côte d'Ivoire qui a été victime d'un vol de 800 000 sur la somme qu'il possédait. Cette plainte a conduit à une opération de la direction centrale de la police judiciaire permettant l'arrestation de Sachivi Haïté. Sous la pression, ce dernier a coopéré en dénonçant ses complices, conduisant à leur arrestation les 5, 16 et 20 novembre 2023. La police nationale indique que 3 individus identifiés sont actuellement en fuite, faisant l'objet d'une recherche active. Elle assure que les malfrats seront déférés devant le procureur de la République pour répondre de leurs actes
et appelle la population à la vigilance. Au Togo, comme dans plusieurs autres pays de la sous-région ouest africaine, la mer continue par ronger les côtes et déloger donc les riverains. À cet effet, le projet Waka Rezip de la Banque mondiale, qui consiste à protéger le littoral togolais, a annoncé la phase additionnelle de ces grands travaux portant sur le tronçon Agbodrafort-Bodjomé. Les précisions avec Bernard Canvi. D'ici 2030, le Togo pourrait perdre environ jusqu'à l'intérieur des terres 500 mètres de côte si rien n'est fait face à l'accélération de l'érosion côtière, selon les spécialistes en gestion de l'environnement et des risques côtiers. Face à l'urgence, le projet Waka Rezip, qui depuis quelques années protège le littoral togolais contre l'érosion côtière en renforçant la résilience des populations, se prépare actuellement à démarrer la phase additionnelle de ces travaux. En effet, cette phase additionnelle du projet consistera à construire 22 épis le long du segment Bodjomé-Agbodrafort-Goumoukope. Aussi s'agira-t-il de recharger 770 000 m3 des 22 casiers et combler 450 000 m3 du bras lagunaire au niveau d'Anejo. Pour une durée des travaux estimée à 2 ans, 29 milliards de francs CFA sont débloqués par la Banque mondiale. Rappelons que des travaux précédents réalisés par le Waka ont consisté en la construction et la réhabilitation de 14 épis qui sont des ouvrages en arrochement destinés à lutter contre l'érosion côtière. La destination Togo se rend de plus en plus accessible. Désormais, l'on peut réserver son hébergement grâce à une plateforme numérique. Un pas de plus pour le pays qui œuvre à la dynamisation de son secteur touristique qui ambitionne attirer de grands événements. Les détails avec ce reportage de Promise Bomébé. Qu'il soit d'ordre diplomatique, économique et bien d'autres, Lomé accueille de plus en plus de grands rendez-vous régionaux et internationaux. La destination Togo attire également de plus en plus de touristes comme d'investisseurs et le pays occupe le 2e rang mondial en matière de tourisme d'affaires selon les dernières statistiques de l'Organisation mondiale du tourisme. Le pays veut renforcer le flux touristique, y compris le tourisme d'affaires, se servant de tous les canaux de visibilité, surtout celui numérique. L'on souhaite également attirer davantage de grands événements, mais aussi assurer leur bon déroulement grâce à un bureau des conventions qui sera mis en place dans les prochains jours. En ce sens, le secteur touristique se dote d'une plateforme numérique pour la réservation des hébergements. L'idée est de digitaliser le secteur et l'adapter aux normes internationales, au comportement de la clientèle et à être efficace dans le renseignement et le traitement des demandes. Si pour sa phase pilote, la plateforme n'est accessible qu'aux structures hôtelières, elle sera élargie dans les prochains jours à d'autres structures du secteur afin de promouvoir la consommation locale. Plusieurs initiatives sont entreprises au Togo pour booster le secteur touristique, entre autres la valorisation du site du patrimoine culturel de Koutamakou et l'actualisation de la politique culturelle du pays. Le ministère de la Culture et du Tourisme a mis récemment à la disposition des établissements d'hébergement une application web destinée à l'enregistrement des clients en ligne, conformément à la loi en vigueur, dans l'optique de faciliter le processus de collecte d'informations liées à la fréquentation des établissements d'hébergement au Togo. Actualité au-delà du Togo à présent, et on vous le disait dans les titres, Guillaume Soro, de retour d'exil sur le continent africain, poursuit sa tournée dans certains pays de la sous-région. Après avoir été reçu à Niamey par le général Tiani, l'ancien premier ministre ivoirien était hier à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Il aurait échangé avec le capitaine Ibrahim Traoré, et voici le compte rendu. L'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro en visite à Ouagadougou au Burkina Faso. Mardi, l'ex-patron de la rébellion ivoirienne a rencontré le chef de la junte burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, au palais de Kossiam. L'information est donnée via un communiqué par la présidence du Burkina Faso. Cette rencontre avec le capitaine Traoré intervient 8 jours après celle de Niamey avec le chef du régime militaire du Niger, le général Abdourahmane Tiani. À l'issue de son entretien avec son hôte du jour, Guillaume Soro a félicité le Burkina Faso et ses dirigeants pour le combat contre le terrorisme. L'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est rentré en Afrique début novembre après plus de 4 ans d'exil en Europe. Il est condamné à perpétuité dans son pays pour atteinte à la sûreté de l'État.
Direction Congo-Brazzaville, une trentaine de jeunes ont perdu la vie hier mardi, un drame survenu à l'entrée du stade Michel Dorano de la capitale congolaise alors que nombreux d'entre eux répondaient volontairement présents à un recrutement militaire. Retour sur les événements. Au moins 31 personnes piétinées à mort dans une bousculade mardi à Brazzaville, au Congo. Répondant à un recrutement militaire, de nombreux jeunes ont forcé l'entrée du stade Michel Dorano de la capitale congolaise. Il ressort des éléments portés à la connaissance de la cellule de crise que le bilan des victimes est révisé et détaillé ainsi qu'il suit. Nombre de décès, 31, soit 29 corps identifiés et 2 corps en cours d'identification. Une enquête administrative mixte, police-forces armées congolaises, a été ouverte. Elle devra déterminer les causes du drame et rendre ses conclusions dans les tout prochains jours. Les réseaux sociaux font écho de l'horreur et les blessés pris en charge au CHU de Brazzaville. C'est juste la foule qui s'était empressée devant le portail. Et puis les gens étaient tellement nombreux qu'on ne pouvait pas tous rentrer. Et puis les autres sont tombés et puis les autres marchaient sur les autres. C'est ce qui a causé l'accident. Toute la foule qui était derrière moi sont venus tomber sur moi. Et après, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est arrivé. Je me retrouvais dans l'ambulance. Dans les mêmes conditions, en 2011, 7 personnes avaient été tuées lors d'un festival de musique et 150 autres piétinées à mort en 1994 dans une église essayant d'éviter une tempête dans la capitale congolaise. Tournons-nous vers la République démocratique du Congo à présent, en prélude à la tenue de l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. L'Union européenne va mettre une quarantaine de ses agents en tant qu'observateurs dans le pays. L'annonce a été faite hier mardi par Malin Bjork, la chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Voici le compte-rendu de son intervention. Plaidoyer de la mission d'observation électorale de l'Union européenne en République démocratique du Congo pour la mise à disposition des fonds électoraux à la Commission électorale nationale indépendante. Le pays organise le 20 décembre prochain des élections législatives et présidentielles. Nous encourageons les autorités à débloquer rapidement les moyens financiers qui permettront à la CENI de terminer la préparation des scrutins du 20 décembre. Je voulais souligner qu'au cours du processus électoral, et tout particulièrement pendant cette période de campagne qui vient de commencer, nous appelons au respect des libertés d'expression et de réunion, ainsi qu'au rejet de la violence et des messages de haine. La chef de la mission de l'UE a par ailleurs annoncé le déploiement de 42 observateurs dans 17 des 26 provinces du pays et ils seront rejoints mi-décembre par 12 autres. Le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir en 2018 et de nombreux acteurs du processus avaient estimé les élections entachées d'irrégularité. Nous restons en République démocratique pour cette fois-ci parler de la mission onusienne pour le maintien de la paix en République démocratique du Congo. Une vingtaine d'années après leur arrivée en RDC, les soldats de la MONUSCO n'auraient pas réussi à atteindre les objectifs fixés. Ils sont donc appelés à se retirer. C'est la fin de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Après 25 ans d'intervention pour le maintien de la paix dans le pays, la MONUSCO et l'État congolais ont convenu du retrait des casques bleus de la RDC. Mardi, le ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a estimé que la collaboration, je cite, a montré ses limites dans un contexte de guerre permanente, sans que la paix tant attendue ne soit rétablie dans l'est du Congo. Fin des citations. Devant l'Assemblée générale des Nations unies en septembre, le président congolais Félix Tshisekedi avait déjà réclamé le départ accéléré des 15 000 soldats de l'ONU. L'institution souhaite un retrait progressif, responsable et durable. Bien qu'aucun calendrier ferme n'ait été annoncé mardi, les observateurs estiment qu'il est peu probable que le retrait soit accéléré avant la fin du cycle électoral actuel.
Dans le reste de l'actualité étrangère également, le Parlement sud-africain a en majorité donné voix favorable à la motion appelant à la fermeture de l'ambassade israélienne déposée par le parti d'opposition économique Freedom Fighters. Cette décision, qui s'inscrit dans le cadre du conflit israélo-palestinien, prévoit également la rupture des liens diplomatiques avec Israël jusqu'à ce qu'un accord pour un cessez-le-feu soit trouvé et exécuté. Voici le compte rendu. Nouvelle escalade dans les tensions entre l'Afrique du Sud et Israël. Le Parlement sud-africain s'est prononcé en faveur de la fermeture de l'ambassade d'Israël et de la rupture des liens diplomatiques entre les deux pays. Il n'y a pas d'abstention. 91 ont voté contre et 298 pour. La motion telle qu'amendée est donc acceptée. Les députés conditionnent la reprise des relations diplomatiques à l'acceptation d'un cessez-le-feu à Gaza. Nous serons aux côtés de tous ceux qui défendent la paix et qui veulent une Palestine libre. La Palestine maintenant, une Palestine libre maintenant. Le cessez-le-feu doit être mis en place. L'ambassade d'Israël devrait rester fermée jusqu'à ce qu'ils comprennent tous leurs actes malveillants. Au début du mois, l'Afrique du Sud avait retiré d'Israël l'ensemble de son personnel diplomatique. Ainsi va le Togo, ainsi va l'Afrique. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Bonne suite de soirée et d'ici là, portez-vous bien.